Bon, on va recommencer la session, si vous voulez bien vous asseoir tous. Alors, je sais que Thibaut vient de me dire qu'on avait plein de temps parce qu'on avait une marge entre cette session et la session d'après, mais quand même, on va essayer de respecter un peu les horaires. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir la session qui est sous l'égide du Gréco. Donc, ça fait maintenant 2 ans que le Gréco assure une session au sein de la Fédération des centres de mémoire. Et ça nous fait très plaisir de participer à ces sessions. Cette session va être divisée en 2 parties. Une première partie où on va avoir un exposé de 30 minutes et une deuxième partie où 4 communications ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel à communication de la FCM. Donc la première présentation va être faite par Antoine Renard, qui est donc c'est une présentation qui a été choisie par le Gréco et qui va avoir comme sujet le langage en consultation mémoire. Et nous, on était très contents au Gréco d'associer le langage à la mémoire. Et donc Antoine Renard est un orthophoniste clinicien qui travaillait près de Amiens. Donc j'ai oublié le nom de l'endroit. Voilà, Salouel, et qui est actuellement en thèse en Belgique pour approfondir sa formation. Donc tu as 30 minutes, Antoine. J'appuie, c'est vert, c'est bon, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent ici, très ému aussi et très impressionné de vous parler de quelque chose qui me passionne, l'évaluation du langage en général, les patients en particulier, la recherche en général et la vie quotidienne en particulier. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation et je remercie donc les organisateurs de m'avoir sollicité pour vous partager finalement 3 éléments. Le premier petit voyage qu'on va faire, c'est sur la recherche et les troubles du langage, le deuxième sur la clinique et les troubles du langage, et le troisième sur la vie quotidienne et les troubles du langage. Sur le plan de la recherche et des troubles du langage, j'ai le plaisir et l'honneur de vous montrer des publications dans des revues prestigieuses qui montrent que les atteintes langagières sont des marqueurs de diagnostic différentiels entre différents syndromes qui ont été présentés depuis ce matin. Et donc ça nous apprend qu'il y a à la fois un continuum dans différents syndromes dégénératifs et que ce qui permet de distinguer ces syndromes au sein de ce continuum, c'est principalement des marqueurs langagiers. Je vous ai mis systématiquement les QR codes si vous voulez accéder aux publications. Ce continuum peut être, la distinction au sein de ce continuum n'est permise que par une évaluation exhaustive et vous allez voir qu'on va cheminer petit à petit vers ce qu'on peut proposer en termes d'évaluation exhaustive. Le deuxième point que l'on peut évoquer, une question qui m'est très chère, c'est la question du diagnostic des aphasies primaires progressives, avec un enjeu majeur qui est la caractérisation diagnostique à la phase notamment modérée des symptômes. Et là, on a un très joli papier d'Ingram de 2020 dans Brain, toujours, qui nous invite clairement à ne pas utiliser de critères dichotomisants, donc présent, déficitaire ou normal, mais plutôt à utiliser un continuum à travers différentes dimensions sémantiques, syntaxiques, phonologiques et aspects moteurs de la parole. En adoptant cette stratégie, on permet de mieux diagnostiquer les gens, les patients notamment qui ont une aphasie progressive, notamment au stade modéré. Alors, je suis orthophoniste, je vous parle des aphasies primaires progressives, jusque-là, on va dire quoi de plus logique, mais des publications récentes, notamment celle d'Amandine Géraudy et de Maxime Montambeau et bien d'autres encore, ont démontré qu'il y avait des troubles du langage dans le variant comportemental de DFT. Ça, c'est un élément nouveau, ce papier est tout à fait remarquable, et on retrouve 80% de perturbations chez ces patients-là, patients chez lesquels, donc qui ont un variant comportemental de DFT, chez lesquels jusqu'à présent on dessinait une présentation au premier plan comportemental avec une évaluation du langage qui était réduite à sa plus simple expression. Peut-être vous attendez moins à ce qu'un orthophoniste, ou en tout cas quelqu'un qui s'intéresse au langage, vous parle de sujets cognitivement intacts et de charge amyloïde dans le sulcus temporal supérieur gauche, avec une corrélation positive entre la vitesse de déno et la charge amyloïde dans cette région-là du cerveau.
On a d'autres papiers encore qui, cette fois-ci c'est un papier d'une équipe de Hollande, me semble-t-il, qui a démontré que les performances étaient influencées encore une fois par la charge amyloïde chez des patients asymptomatiques qui avaient une maladie d'Alzheimer, et il n'y avait pas de corrélation avec la charge taux. C'était des épreuves principalement d'appariement sémantique telles qu'on peut les trouver dans le pyramide des Palm Tree Test. Je continue mon cheminement et on s'intéresse cette fois-ci à des personnes qui ont des troubles cognitifs, des déclins cognitifs subjectifs. On leur fait raconter soit un dimanche habituel, soit on leur fait décrire une scène. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre la charge amyloïde d'une part et l'utilisation de mots concrets dans le discours d'autre part. Et puis des travaux peut-être auxquels on s'attend un peu plus dans le cadre de la maladie d'Alzheimer clinique typique, une modification du discours, ici la scène du Boston revisitée, remise au goût du jour, peut-être un peu modernisée, d'aucuns diraient, avec un rythme de parole, un nombre de pauses et puis une longueur des pauses qui est différente dans cette population par rapport à une population contrôle. Y a-t-il des troubles du langage dans la maladie à corps de Lévy? Plusieurs papiers sont intéressés à la question, mais à chaque fois avec des éléments, sur des éléments de langage assez précis. Donc, on a notamment ici une équipe, l'équipe du professeur Blanc qui a travaillé sur le discours narratif à partir de la batterie du Grémeau dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais on a actuellement des éléments qui suggèrent que le langage est perturbé dans la maladie à corps de Lévy. Ces éléments-là ont été colligés dans une revue de littérature qui va paraître dans les prochaines semaines, qui a été coordonnée par des étudiants du DUMA2, dont une grande partie des personnes sont là. Et si vous vous intéressez aux troubles du langage dans la maladie à corps de Lévy et ses aspects plus cliniques, vous avez Elodie ici, Fabreg, et le docteur Vincent Bultingard, qui auront le plaisir de vous parler de leur poster qui est affiché juste à côté du mien et qui nous montre en fait qu'il y a des troubles du langage dans la maladie à corps de Lévy qu'on met en évidence à l'aide d'un bilan de langage formel qu'on va détailler plus tard. Je termine un peu ce sprint de la littérature pour résumer et peut-être avancer l'idée qui est pas si commune que ça, qu'il y a des troubles du langage dans l'ensemble des maladies neurodégénératives. On connaît bien les aphasies progressives, c'est au premier plan, mais il y a des troubles du langage dans les autres syndromes. L'évaluation du langage dans ces autres syndromes-là reste une valeur ajoutée incontournable. Alors, on passe au volet numéro 2 et à la clinique et à l'évaluation du langage. Les outils d'évaluation du langage d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on a identifié dans la littérature scientifique un certain nombre de prérequis pour que l'évaluation du langage corresponde aux connaissances actuelles et intègre les marqueurs et les biomarqueurs dont on a parlé depuis ce début de journée, les plus sensibles possibles. Une équipe habituée, de bonnes épreuves, des outils qui sont pertinents, une approche cognitive et surtout des échanges. Et je me réjouis de constater que des journées comme celle-ci sont sujets à des échanges humains, des rencontres humaines qui nous font clairement optimiser la qualité du diagnostic. La bonne nouvelle, et elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui, on a ces tests-là et on les utilise en clinique. On a le réseau des orthophonistes de centre mémoire piloté par Valérie Tcherniak, qui a fait récemment un état des lieux des postes actuellement disponibles, un recensement des besoins et une proposition de moyens, et surtout une harmonisation vers une harmonisation des pratiques d'évaluation. Puisqu'en fait, évaluer le langage en 2024, on a des objectifs qui sont clairs, qui rejoignent ceux de l'évaluation cognitive en général. On a une procédure qui est tout aussi superposable. Et on a maintenant des outils de screening cognitif tels que le DTLA, de batterie complète tels que la batterie du Grémeau, d'épreuves qui permettent de cibler des fonctionnements sémantiques tels que la BETL et des fonctionnements de compréhension de mots écrits plus isolés, mots abstraits, mots concrets, avec une épreuve qui n'est pas publiée mais que nous mettons à disposition de toute personne qui le souhaite. Et en fait, cette évaluation du langage en 2024 nous permet quoi? Nous permet d'évaluer les 5 grandes dimensions qui vont nous permettre de faire un diagnostic différentiel et positif de troubles du langage au premier plan ou de troubles du langage qui ne sont pas au premier plan.
Comment on fait sans rentrer dans les détails? C'est une sorte de jeu de détective. Pour statuer de la présence d'un trouble lexico-sémantique, on confronte typiquement l'adéno, la compréhension orale, les appariements sémantiques imagés, et on va à chaque fois descendre en termes de granularité pour arriver à disséquer le fonctionnement cognitif langagier du patient, mettant d'un côté les performances et les items qui sont réussis, de l'autre les items qui sont échoués. Cette évaluation trouve aujourd'hui tout son sens et toute sa place dans le parcours diagnostique des patients en consultation mémoire ou de toute consultation diagnostique. Et on a la chance, je dirais, d'avoir dans ce spectre dans ce possible des syndromes, des épreuves qui vont être préférentiellement altérées selon le syndrome. Alors, je ne vends pas du rêve pour autant, on doit rester prudent dans l'interprétation des tests. C'est pas moi qui le dis, c'est Marcel Mésulam que j'ai eu le plaisir et l'honneur, et je l'ai alpagué pour faire un selfie avec lui. C'était moi la plus belle. Alors peut-être que je vais en alpaguer certains pour faire un selfie avec vous. Mais plus sérieusement, ce qui est très intéressant dans ce papier de Mésulam en 2014, c'est qu'en fait, il replace l'évaluation clinique au premier plan en ce sens que dans certains cas, typiquement pour les gens qui ont une aphasie primaire progressive, l'évaluation et les résultats obtenus au test doivent être mis au second plan par rapport à l'histoire de la maladie, l'apparition des symptômes, la plainte formulée par le patient et les proches. Et puis, il faut que tout cela ait de la cohérence, hein. Et donc, ça, je mettrai ça en point de clôture pour cette deuxième partie qui portait sur la clinique et l'évaluation du langage. Qu'est-ce qu'on fait des perturbations du langage qui sont constatées dans la vie quotidienne? Ça, c'est une vraie question puisque c'est la même chose que pour les troubles de la mémoire ou les troubles exécutifs ou comportementaux. On observe un décalage entre l'évaluation formelle du langage, les tests qu'on fait habituellement, et les répercussions fonctionnelles des troubles du langage. Et il y a souvent donc des cas de figure où le patient se plaint, mais les tests restent parfaitement normaux. Et donc, ce qui est chouette, je trouve, à ce stade de la journée, c'est qu'on nous a parlé de meaningfulness, de clinical meaningfulness, et en fait, vous allez voir que l'outil que je développe dans le cadre de ma thèse, et dont je vous parlerai très brièvement, rejoint complètement ce concept. En fait, l'idée, c'est tout simplement d'évaluer 4 domaines, la communication, le langage oral, le langage écrit et la parole, de 2 moyens, soit avec une version très courte que vous avez là ici en vert, qui est destinée clairement aux médecins en consultation, et une évaluation plus détaillée qui est destinée à tout orthophoniste ou toute personne qui s'intéresse au langage, qui a pour but de quantifier les perturbations de chacun de ces domaines-là sur une échelle de Likert de 0 à 4. Et on va interroger à la fois le patient d'une part, le proche d'autre part, à des moments séparés. On va confronter ces performances-là à des normes. Et dans l'idée, alors plusieurs objectifs, peut-être au premier rang desquels l'idée de préciser le diagnostic chez des patients qui ont une plainte, des bonnes performances au test, mais des répercussions fonctionnelles dans la vie quotidienne. Le gros avantage de ce genre d'outils, c'est qu'en fait, ce sont des outils qui sont très faciles à administrer, qu'on peut mettre lors d'une anamnèse ou dans un temps qui est séparé du temps de l'évaluation en elle-même, qui renvoie à la vie quotidienne et qui nourrit et qui enrichit clairement les échanges entre le clinicien et le patient et les proches. La version globale en vert à destination plutôt des médecins, la version détaillée plutôt à destination des personnes qui s'intéressent davantage au langage de façon plus approfondie, tels que les orthophonistes, avec, vous le voyez, vraiment une gradation et un rationnel qui est issu de la synthèse de la littérature et des connaissances que l'on a sur le plan psycholinguistique et linguistique. Alors, je suis encore loin de la fin de mon parcours de thèse, au moins 2 ans encore, mais juste partager avec vous ce que ça donne en vie réelle avec des patients qui ont par exemple la maladie de Parkinson, pour lesquels on a fait passer les outils que je viens de vous montrer, donc la batterie du Grémol, des TLA, la BETL, appariement sémantique imagé et écrit, et puis le jugement de synonymie.
et puis le questionnaire ITALC qui porte sur les perturbations de la communication, du langage oral, du langage écrit et de la parole. Vous avez ici, en fait, sur la partie droite de la diapositive, les données démographiques de 18 patients qui ont une maladie de Parkinson qu'on a vu dans le cadre de soins courants. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que à la batterie du Grémo, pour simplifier, aussi bien en termes de réponse correcte que de temps, tous les patients ont des scores strictement normaux. Pour autant, ce sont des patients qui formulent, pour une partie d'entre eux, des plaintes langagières, linguistiques et communicationnelles. Lorsqu'on leur fait passer le questionnaire ITALC, aussi bien l'auto-évaluation aux patients que l'hétéro-évaluation aux proches, on se retrouve avec des perturbations à différents niveaux qui sont tels que la communication, avec une incapacité pour le patient à participer de façon active et passive aux conversations. Ça s'observe chez près de 7 patients sur 10 dans les patients qu'on a testés. Le langage oral, la perturbation du langage oral a été objectivée avec 6 patients, près de 7 patients sur 10 encore une fois, qui ont des difficultés significatives pour retrouver les mots en situation de vie réelle qui ne sont pas objectivés au test formel. On a un assez bon recouvrement entre ce qui est constaté par les patients d'une part, ce qui est constaté par les proches d'autre part. Ici, je ne parle que de la population Parkinson, c'est évalué dans d'autres pathologies, notamment corps de Lévy, aphasie progressive et maladie d'Alzheimer. Je m'aperçois donc que j'ai quasi rattrapé le retard que nous avions avant la pause pour arriver à la conclusion suivante. On peut largement considérer que l'évaluation du langage est une plus-value incontournable. La bonne nouvelle, c'est qu'on dispose d'outils qui nous permettent, il n'y a aucun outil de parfait, bien évidemment, mais ces outils nous permettent de stratifier les patients, de les catégoriser et d'en déterminer le degré de sévérité de façon relativement propre. Et donc, ça renvoie à tous les échanges qu'on a eus depuis ce matin. En tant qu'orthophoniste clinicien recevant des patients en pratique libérale courante, je dirais que si on veut optimiser la prise en soin, il y a des choses vraiment extrêmement simples qu'on peut faire. Au-delà du fait de prescrire le bilan et la prise en soin orthophonique, joindre le compte-rendu neurologique, nous mettre systématiquement en copie des courriers, les patients voient qu'il y a un échange et j'ai mis ici une partie des personnes avec lesquelles je suis en réseau et j'ai pas malheureusement ni mis tout le monde, ni écrit tout le monde, ni les photos de tout le monde, mais il nous reste encore une journée pour cela. Mais ce qu'on constate en fait, c'est que les patients et nous-mêmes, dès lors qu'on échange, dès lors qu'on a un réseau, le diagnostic et la prise en soin sont largement accrus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon. Alors, on a le temps pour des questions. Merci beaucoup Antoine, c'était fort passionnant. Moi j'avais une question en fait, pour commencer, par rapport en fait à l'évaluation de ces patients parkinsoniens finalement, hein, qui sont absolument normaux dans les tests du Grémo, dans les tests d'appariement sémantique, etc. Et puis finalement qui se plaignent, mais en fait ils se plaignent de la communication. Et moi, je me mets à réfléchir beaucoup là-dessus, sur ce sujet, et j'ai vraiment le sentiment que finalement, le Grémo ne teste pas la communication, le BETL ne teste pas la communication, donc on ne leur demande pas hein, quand on les évalue. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on se mette à réfléchir ensemble, finalement, puisque maintenant on a un réseau, ce serait bien de réfléchir à un test qui évalue vraiment la communication. Enfin, on avait à l'époque, je me rappelle, l'échelle de Thierry Rousseau, mais qui est, le TLC. le TLC, mais qui est quand même assez long à faire passer. Donc peut-être que ce serait le moment. Comment penses-tu ? Effectivement, en fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas, et merci pour la question, il n'y a pas de test parfait. Je dirais qu'en en peu de temps, en une quinzaine d'années, on a quand même rattrapé un retard dans l'évaluation du langage avec une mise à jour des outils et des modèles théoriques qui les sous-tendent.
Donc ça c'est le côté positif. Pour le côté, en tout cas pour le travail qui reste encore à faire, effectivement, la communication ne pose pas souvent la question, mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas d'outils qui permettent de quantifier, et on n'a pas d'outils systématiques là-dessus, ou en tout cas qui renvoient à des problématiques qui soient compatibles à la fois avec ce qu'on observe dans la vie quotidienne, traductibles dans des termes que le patient et les proches peuvent appréhender, parce qu'ils n'ont pas tous fait un master de linguistique, et puis qu'on peut traduire dans des données quantifiées dont on peut se saisir ensuite pour la recherche. Et effectivement, alors c'est clairement le travail de ma thèse, et au-delà, un souhait qui est de joindre la clinique et la recherche, mais comme vous le proposez, dès l'entretien, s'enquérir de la communication, c'est déjà un bon premier pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, merci pour cette communication. Je suis Dominique Cuvant, je suis médecin gériatre. Je m'étonne que vous ne parliez pas de la presbyacousie. Alors, parce que nous, en gériatrie, c'est vraiment notre problématique. Alors, j'ai Christine Moroni qui me fait des grands signes comme ça pour me dire que c'est précisément ce dont elle va parler. D'accord, mais dans votre évaluation, jamais vous, dans votre topo. Alors, je n'en parle pas là. Effectivement, c'est une question qui est très importante. Je dirais qu'en tant que clinicien, je me rends assez rapidement compte si les gens m'entendent ou pas. Pour la population que j'accompagne, il y a un certain nombre de cas où effectivement on voit clairement qu'ils n'entendent pas. Et on sait, ça c'est des données qui ont été publiées notamment par Steve Majerus, mon directeur de thèse, il y a quelques années, mais qui ont montré qu'il y avait une corrélation entre le degré d'acuité auditive et les performances en mémoire à court terme auditivo-verbale, peu importe l'âge des sujets, hein, donc de 20 ans à 70 comme ils disent là-bas. Donc voilà, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé là parce que peut-être je considérais, peut-être à tort, que ça faisait partie des prérequis qui étaient en amont, mais j'ai la chance que Christine en parle juste après. Ouais, merci Antoine pour la présentation. On est toujours preneur d'outils qui permettent d'évaluer le langage dans les situations habituelles plutôt qu'en évaluation formelle, parce que c'est vrai que des fois il y a des discordances. Il y a un paradoxe dans les consultations mémoire, c'est qu'il n'y a souvent pas d'orthophonistes, et les orthophonistes on les trouve en ville plus facilement que les neuropsychologues, et inversement dans les consultations mémoire on trouve des neuropsychologues. Et on a beau demander à nos tutelles d'essayer d'augmenter le nombre d'orthophonistes, c'est très difficile de le faire. Est-ce que tu aurais l'intention de développer des outils d'évaluation du langage à destination des neuropsychologues, justement pour pouvoir avoir une évaluation un peu plus précise du langage qui souvent échappe un peu à leur formation et compétences ou à leur motivation? Elles testent le langage, mais elles vont plus s'intéresser à d'autres aspects, et ça va être... alors que c'est très utile d'avoir une évaluation du langage. Complètement. C'est clair que l'évaluation du langage, c'était le but de mon topo, occupe une place de choix. Alors, c'est pas ma préoccupation principale que de développer des outils pour les neuropsychologues. Ma préoccupation principale est de développer des outils qui soient accessibles pour toute personne qui a besoin d'évaluer le langage. Ce que je sais, en étant par ailleurs, en ayant le plaisir de proposer des formations continues à beaucoup d'orthophonistes à travers la France depuis quelques années, il y a un réseau, on va dire informel, mais de plus en plus d'orthophonistes qui s'intéressent à la neurologie adulte. Le meilleur moyen qu'on a, c'est, si vous n'avez pas accès à des orthophonistes en consultation mémoire, et j'en suis le premier chagriné, c'est d'essayer de solliciter ce réseau-là qui proposera, en tout cas dans les formations que je propose, c'est vraiment cette évaluation-là qui est exhaustive. L'outil Italc, demain, vous souhaitez l'obtenir, il suffit de m'écrire, et voilà, il est en construction, mais il a une forme qui est à peu près proche de celle qu'il aura sur le plan final. Avant tout, ce que je souhaite, c'est que les gens aient une évaluation du langage, voilà, et de ne pas passer à côté de diagnostic. J'espère que j'ai répondu à ta question, Olivier. Alors, dans la suite, mais maintenant parlons alors en consultation mémoire, mais pour les médecins. Voilà, qu'est-ce que tu nous préconises comme évaluation, comme outil? Parce que là, c'est des batteries un peu longues. Tu as parlé de la DTL à un moment. Marc Teschmann avait développé une échelle Paris.
voilà, qu'est-ce que tu peux proposer pour des médecins en consultation mémoire? Alors, clairement, ce que je viens. Attendez, je vais vous le réafficher. Clairement, l'outil Italc, le petit tableau, en fait, que j'ai voulu mettre au point comme une espèce de CDR pour le langage, en fait. Donc ça va vous prendre 2 minutes, ok. L'évaluation détaillée, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ça, voilà, on a des normes actuellement. Je suis en train de travailler dessus et on va écrire un papier. Mais ça, allez, 1 ou 2 minutes. Vous posez les questions, vous allez pouvoir recueillir l'avis du patient d'une part, du proche d'autre part. Ça fera un bon screening. Pour ce qui est de la question de l'échelle Paris, par exemple, pour ma part, je préfère le DTLA parce qu'en un, il est normé. On a fait 2 publications, American Journal of Alzheimer's Disease et Archive of Neuropsychology, respectivement 2017 et 2021 ou 22, avec des normes qui sont jusqu'à 85 ans et plus, et stratifiées au niveau d'éducation. Et donc, pour la question du diagnostic, on considère que ça va être un outil qui sera plus à même de répondre à la problématique des consultations mémoire, qui n'est finalement pas en premier de savoir si le patient que j'ai en face de moi a une aphasie progressive, que s'il a un trouble du langage qui est suffisamment important que pour être objectivé à un test formel. Voilà, j'espère avoir été... Moi, je rajoute juste, il y a un autre outil qui est assez intéressant, qui n'est pas très loin à faire passer, c'est la PALS de Layton, qui est, à mon sens, aussi un bon outil de dépistage, je trouve. C'est effectivement un bon outil. Malheureusement, il n'est pas normé. Donc, encore une fois, dans la problématique de la consultation mémoire, on se retrouve avec des patients qui ont des scores, mais on est en délicatesse pour l'interpréter. Je donnais juste un exemple. Dans la batterie du Grémont, on a 10 mots à répéter, exceptionnels, perspicaces, colonisés, sédentarisent, qui, de notre point de vue d'orthophoniste, ne sont pas des mots complexes. Au final, on a quand même un effet négatif du niveau socio-culturel, avec des scores seuils qui sont très différents selon qu'on est en sujet 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et la PALS, est très joli papier de Layton en 2011, c'est un one-shot. Et malheureusement, on a une traduction en français, mais on n'a pas de normes. Donc, pour la classification, on va dire la positive, ok. Par contre, pour la caractérisation par rapport au vieillissement normal, on est quand même un petit peu plus en délicatesse. Alors moi j'avais juste une petite remarque et une question. Par rapport à la communication, j'ai vu que dans les différentes choses, dans les différents auteurs que tu as cités, tu as cité Joël Macquart, et je crois de souvenirs qui sont à Montréal actuellement, justement en train d'élaborer un outil francophone sur la communication. Donc ça devrait sortir incessamment sous peu. Puis j'avais à peu près la même question en me disant, est-ce que cette dissociation entre des tests qui testent des processus de langage qui sont normaux et une communication qui sont déficitaires, et en plus par rapport à ce que tu as décrit dans la vie quotidienne, est-ce que tu as regardé s'il y a des associations avec d'autres processus cognitifs et notamment avec la mémoire de travail chez tes patients parkinsoniens? Alors, non, je n'ai pas encore regardé. Ça fera effectivement partie des objectifs du travail. Mon souhait premier était d'abord de caractériser, on va dire, la présence ou non des troubles du langage. La question des déterminants des perturbations, effectivement, elle va se poser. Et là, on mettra en lumière tous les éléments neuropsycho pour essayer de les interpréter. Mais effectivement, c'est une question qui revient souvent et on va s'y atteler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En distanciel non plus? Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Antoine, c'était très intéressant. Et on attend avec impatience Italc. Je pense à un apport important. On va commencer par la première communication. Donc, il y a 15 minutes pour chaque communication, y compris les questions. Donc, il y aura ou pas des questions en fonction du temps. Et donc, la première communication, c'est Jaume Zebra, qui est faite par Léopoldine de Hazelin, qui est, je crois, si je ne m'abuse, orthophoniste au CHU de Rouen. C'est ça? Oui, c'est ça. Je cherche juste à mettre... Non, c'est pas bon. Je vais mettre en PDF.
Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être là, c'est là, non? Ça y est, c'est bon. Bonjour à tous, je suis Léopoldine Durzlin, je suis orthophoniste au CM2R de Rouen. Je remercie l'AFCM et le Gréco de me donner l'opportunité de présenter notre travail que l'on a élaboré au fur et à mesure d'encadrement de mémoire d'orthophonie d'étudiants rouennais. Notre travail consiste à évaluer la mémoire sémantique en modalité de production non verbale, et donc le titre tout récemment donné est « Dessine-moi un zèbre ». Concernant la mémoire sémantique, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais Tulving a donné la première définition en 1972 et Michael Lenné précise que l'ensemble des représentations sémantiques, donc des concepts nécessaires à la compréhension et à la production du langage. C'est un système que l'on sait central et amodal, et le modèle de Smith et collaborateurs détermine des concepts comme étant des combinaisons de traits sémantiques à la fois distinctifs, comme les rayures du zèbre qui sont propres à ce concept, et des traits non distinctifs, comme les quatre pattes, propres à la catégorie animaux à quatre pattes. Cette mémoire sémantique, elle doit être évaluée de manière multimodale. Traditionnellement, je vais citer la BETL, donc avec des tâches de compréhension verbale, comme la désignation d'images, des tâches de compréhension non verbale, comme l'appariement sémantique, des tâches de production verbale, que l'on connaît tous, les tâches de dénomination. Et à notre connaissance, dans la littérature, il n'existe pas de tâches de production non verbale. C'est pourquoi on s'est intéressé au dessin, qui est une activité graphomotrice fondamentale, unique à l'espèce humaine, et qui permet de représenter graphiquement des concepts sémantiques. Il y a un lien entre le langage et le dessin, car les deux reposent sur l'accès à des représentations symboliques. Et on voit dans le modèle cognitif à droite, le modèle de Van Somers, qui est le seul modèle cognitif du dessin, que le système sémantique est présent en haut à droite. Il y a quelques études qui existent à propos du dessin et les études les plus récentes sont menées par une équipe italienne qui est l'équipe de Posueta. Alors pourquoi une évaluation par le dessin? Ces études nous disent que c'est une tâche qui est rapide, facile à administrer et à coder. C'est une tâche qui va limiter l'impact du manque du mot et donc permettre une évaluation non verbale. Et c'est également une tâche qui va renseigner des informations riches et sensibles à propos des difficultés sémantiques, puisque les patients qui présentent des troubles sémantiques produisent principalement des confusions de concepts, réalisent des omissions, des inclusions et des substitutions de traits sémantiques et abandonnent plus facilement le dessin de certains items. Si je remonte un petit peu en arrière, notre travail commence en 2018 où on est parti de la base de données de Macrae et collaborateurs, donc qui comporte 541 concepts sémantiques associés à leurs traits sémantiques. Parmi ces 541, nous avons isolé 52 concepts qui possédaient au moins 3 traits sémantiques représentables graphiquement. On a fait dessiner ces 52 concepts à 72 sujets sains, ce qui nous a permis d'isoler 11 concepts pour 35 traits sémantiques réussi par ces 72 sujets à au moins 95%. En 2019, on a vérifié la faisabilité de cette tâche chez 181 sujets sains. Puis, on a fait une étude de faisabilité en 2020-2021 auprès de patients présentant des pathologies neurodégénératives. Et c'est à partir de 2022 que l'on a mis en place, à l'aide également des biostatisticiens, notre méthodologie d'étude diagnostique. Le test de dessin dans sa forme actuelle a une consigne qui est stable et on fait dessiner aux patients 10 concepts. Donc vous avez ici un extrait de la grille de cotation. Donc par exemple, le concept tournevis est associé à plusieurs traits sémantiques, à un manche, à une tête aplatie et long. Donc vous avez en dessous les dessins dits normaux de certains patients. Donc les 10 items sont le tournevis, le vélo, la carotte, la chaise, l'éléphant,
la pelle, la ceinture, la brouette, le zèbre et le balai. On a recruté entre février 2022 et janvier 2024 41 patients qui se présentaient au CM2R de Rouen et qui étaient reçus pour des bilans orthophoniques, toutes plaintes ou pathologies confondues. On a exclu les patients qui présentaient une copie de figure de raie pathologique, des lésions cérébrales focales connues et des pathologies néonatales ou congénitales susceptibles d'entraîner des troubles cognitifs sélectifs. Donc à ces 41 patients, on a administré un MMS et donc la copie de la figure de raie, le test de dessin pour lequel on a effectué une captation vidéo et un algorithme de dépistage des troubles sémantiques élaboré par le docteur Lacour dans le cadre de sa thèse. Cet algorithme constitue notre gold standard. Il est composé de 2 épreuves du Grémo, à savoir la vérification mot-écrit-photo et la dénomination orale de personnes célèbres, associée à la classique épreuve du PPTT. Cet algorithme nous a permis de dissocier nos 41 patients en 2 groupes, donc 16 patients dits porteurs d'un trouble sémantique et 25 sans trouble sémantique. Les patients présentant un trouble sémantique étaient dissociés des patients n'en présentant pas, de par leur score au MMS. Les différences significatives se retrouvaient également aux 3 épreuves de l'algorithme et bien entendu, ce qu'on s'attendait à retrouver, l'item de la tâche de dessin. Nous avons travaillé à propos d'une valeur seuil du test, donc avec une courbe ROC qui nous permet de sortir un score, une valeur seuil à 42 points sur 49 en optimisant une sensibilité à 88% et une spécificité à 81%. On a capté donc les passations de ces items et ces passations ont été cotées par 3 orthophonistes qui ont l'habitude de prendre en charge des pathologies neurologiques et il s'avère que cette cotation est reproductible et l'ICC est coté fort. Il y a peu de différence entre les scores extrêmes attribués à chaque patient, donc environ 3 points, et ce qui ne modifiait pas le fait qu'il présente ou non un trouble sémantique. En deuxième partie, on s'est intéressé à l'analyse qualitative des productions des patients, ce que je trouve très intéressant, puisque nos patients, en fait, chez nos patients, on retrouve ce qui est décrit dans la littérature, à savoir des abandons de concepts. Donc, chez 5 de nos patients présentant un trouble sémantique, vous avez ici l'abandon du dessin de l'éléphant, du zèbre. On retrouve également des confusions sémantiques de concepts, donc par exemple la vis pour le tournevis ou le clou, la girafe pour le zèbre. On retrouve des inclusions de traits sémantiques, donc ici pour l'item de la brouette, le patient a produit 4 roues au lieu d'une à l'avant. On retrouve des substitutions de traits, donc un quadrillage à la place des rayures du zèbre. Et on retrouve la production de prototypies qui sont très retrouvées dans la littérature. Donc vous avez des prototypes pour la catégorie animale et sur la droite, ce qui est décrit dans la littérature, c'est plutôt des formes de boîtes pour la catégorie des items manufacturés. Et on a quelques erreurs visuospatiales. Donc voilà où on en est actuellement. On a quelques perspectives en tête et notamment travailler sur les corrélations anatomiques cliniques et les variants droits DLFT. Donc je vous ai mis les dessins d'une patiente qui présente un variant droit de DLFT et c'est notre patiente qui obtient le score le plus bas au test avec seulement 20 points sur 49. Et au niveau qualitatif, on retrouve des choses très intéressantes avec la production de prototypes, des omissions de traits sémantiques, quelques erreurs visuospatiales et un abandon. En conclusion, nous pensons que le test de dessin est un outil d'évaluation rapide du système sémantique en modalité de production non verbale. Il est facile à administrer et à coter et il apporte des informations riches à propos du système sémantique. Je vous remercie de votre attention et je remercie mes collègues du CM2R de Rouen, le professeur Martineau qui a suivi la jeunesse du projet et bien entendu les étudiants qui ont travaillé sur ce sujet. Merci. Donc, merci. On a le temps pour quelques questions. Moi, j'en ai une pour commencer, c'est de savoir si quand vous avez fait la partie normalisation, si vous avez regardé les aspects éducatifs en fonction du niveau d'éducation des patients, parce que
mon expérience, c'est que le dessin, c'est extrêmement variable et très lié à des phénomènes éducatifs et culturels. Alors, peut-être plus culturel, mais éducatif probablement aussi. Alors, on l'a regardé quand on a administré les dessins à nos 181 sujets sains. Il y avait en effet un effet du niveau socioculturel. On a même fait 2 groupes avec des patients experts en dessin qui prenaient des cours. Et en fait, chez ceux-là, alors j'extrapole un petit peu, mais chez ces patients dessinateurs, on va les appeler, en fait, il y avait peu d'effet de la présence ou de l'absence de traits sémantiques. Mais alors, ils passaient plus de temps sur le dessin parce qu'il y avait toutes ces caractéristiques de perspective, etc. Mais sur la présence ou l'absence de traits sémantiques, il y avait peu de différence. Les traits sémantiques restaient, même si le dessin n'était pas... Mm. Ok. Merci beaucoup, je trouve ça très, très intéressant. Un petit commentaire, alors après il y a des spécialistes du système sémantique, mais c'est pas très étonnant. Enfin, dans les vieux modèles de la mémoire sémantique, il y avait une sémantique visuelle, on va dire pour simplifier, une sémantique verbale. Donc ce que vous abordez, c'est une forme d'imagerie mentale ou de sémantique visuelle. On peut imaginer qu'elle soit aussi dissociée de la sémantique verbale. Juste une question, pourquoi la figure de Rey comme test d'exclusion des patients? Parce qu'on est plutôt dans une perception, enfin dans une tâche visio-constructive qui fait plutôt référence au système dorsal, là, c'est plutôt le système ventral. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à rajouter aussi des tâches de discrimination de forme, par exemple? Parce que certains patients qui ont des troubles perceptifs vont avoir aussi apparemment des difficultés à dessiner, mais qui ne sont pas d'origine sémantique, mais parce que les troubles perceptifs eux-mêmes sont associés à une altération de l'imagerie mentale. Enfin, pourquoi la figure de Rey? Voilà, c'est juste pourquoi le dessin de la figure de Rey? Oui, c'est ça. En fait, l'histoire de ce test, ça remonte à loin. En fait, moi, je voyais Didier Hannequin faire dessiner les patients. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et en fait, on s'est basé classiquement sur les bilans neuropsychologiques. Et donc, on a choisi la figure de Rey voilà, à l'aide de ces bilans classiques-là, initialement. Simplement dans les pathologies, parlant les agnosies visuelles perceptives, donc des patients qui ont des difficultés à identifier des objets pour des raisons perceptives, il y a des troubles de l'imagerie mentale. C'est-à-dire que globalement, c'est ce qu'on appelle le mythe de l'immaculée perception, quoi. Je veux dire, quand on a un trouble perceptif, on a généralement aussi un trouble de plus haut niveau, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça que je me disais que peut-être ça serait bien de rajouter un test simplement de discrimination de forme pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème perceptif majeur. Merci. Nous avons d'autres questions? Non. Bien, merci Léopoldine, c'était passionnant. Alors, la communication suivante, c'est classification des aphasies primaires progressives, intérêt d'une procédure standardisée et reproductible, qui est présentée par Aurore Maheu-Dubo, qui est doctorante à Lille. Je pense qu'il faut descendre. Encore. Encore, je pense. Ah oui, encore. Ouais. Ouais. C'est là. Ouais, je mets celui-là. Celui-là, oui. Alors, le truc, c'est que je peux le faire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Aurore Maheu-Dubo, donc je suis orthophoniste aussi et actuellement doctorante donc, à l'Université de Lille avec un doctorat donc, encadré par le professeur Maitran et le professeur Thibault Le Bouvier qui sont ici présents. Mon doctorat est financé par la Fondation Vaincre Alzheimer, donc que je remercie chaleureusement. Et je remercie aussi les membres du jury de la FCM de me permettre donc, de vous présenter une partie de mes travaux actuels. Et donc, je vais vous parler donc, de l'application d'une procédure standardisée et reproductible pour la classification des aphasies primaires progressives. Donc, je vais dire APP pour le reste de ma présentation. Donc, au niveau contexte assez rapide, donc, en 2011, donc, il y a eu
un consensus international d'experts qui ont décrit 3 variants principaux des APP, donc le variant sémantique, le variant non fluent grammatique et le variant logopénique. Donc chaque variant ayant ses spécificités cliniques, diagnostiques et neuroanatomiques. Donc cette classification-là a été très utile quand même pour les cliniciens et les chercheurs pour mieux identifier et caractériser les APP, mais elle reste quand même insuffisante au niveau clinique puisque la classification reste tout de même assez difficile avec un pourcentage non négligeable de patients donc, qui restent non classés. Cela peut s'expliquer en partie par des profils neuropsycholinguistiques incomplets et aussi des outils d'évaluation assez hétérogènes dans les différents centres et aussi dans les différentes études. Donc, ce qui va bien sûr avoir un impact pour la prise en soin des patients. Donc, dans le cadre d'une collaboration entre les CM2R de Lille et de Toulouse, nous avons pu en fait créer une cohorte rétrospective de patients présentant une APP et qui ont été en fait évalués par le même outil qui est le Grémo, donc qui a été présenté à partie par mes collègues précédemment. Et en fait, lorsqu'on a créé cette cohorte, on a fait plusieurs observations. On a constaté notamment que les diagnostics étaient un peu forcés, c'est-à-dire que même si les patients ne remplissaient pas tout à fait les critères d'un des 3 variants, ils étaient classifiés dans un de ces 3 variants. Et cette classification s'effectuait pas forcément de façon très standardisée dans les 2 centres. Donc, on a donc émis le besoin d'identifier des profils non classés pour avoir des groupes de patients assez homogènes et pour cela, donc, le besoin d'une méthode commune et reproductible. Donc, les objectifs qui nous serviront ensuite pour de futures études ont été donc de standardiser cette classification et de l'appliquer aux 2 centres. Donc d'abord, il y a eu une étude pilote à Toulouse sur 47 dossiers de patients avec une procédure semi-standardisée. Ces résultats ont pu ensuite être repris à Lille pour être un peu plus formalisés, c'est-à-dire qu'on a en fait traduit strictement les critères diagnostiques. À chaque critère, on a associé des tâches à observer au bilan. Et ensuite, on a fait un codage et un algorithme de décision des critères en fonction des aspects à la fois qualitatifs et quantitatifs retrouvés au bilan orthophonique. Et il y a eu aussi la création d'un tableur permettant vraiment l'extraction semi-automatisée des percentiles, donc là, plus en rapport avec les normes au Grémo, puisqu'avant, en fait, on devait remplir ces percentiles à la main, en fait. Donc, à partir de ça, a été fait une première application sur 75 dossiers de patients à Lille. On a pu obtenir aussi un consensus avec les orthophonistes sur un petit peu la décision, enfin l'algorithme de décision, les différentes tâches à observer. Donc, il y a eu quelques ajustements. Et là, une deuxième application donc, est en cours à Toulouse sur 75 dossiers de patients. Et donc là, dans les résultats que je vais vous montrer, donc il y a les 75 dossiers de Lille et il y a 25 patients de Toulouse que j'ai pu inclure. Donc concernant les changements de diagnostic, donc alors on a inclus dans l'étude je ne sais pas si on voit très bien, des patients ayant une aphasie primaire progressive de la parole, donc qui peut être considéré comme un 4e phénotype d'APP par certains auteurs. Donc, ce qu'on peut tout de même dire, c'est que le diagnostic clinique, dans 70% des cas, reste inchangé, ce qui prouve qu'il y a quand même une certaine précision, bien sûr, de la clinique. Donc, on observe 30% de changements, avec notamment donc, 5 patients qui changent vraiment de phénotype. Donc, par exemple, là, des APP logopéniques qui, finalement, sont classés en APP sémantique. Etc. Donc on en a 5 comme ça, et on a pu identifier donc 23 patients ayant donc une APP non classée, majoritairement des APP initialement des APP logopéniques, mais aussi des sémantiques et non fluents. Il y a 2 patients qu'on a dû exclure puisqu'en fait ils avaient des symptômes trop légers, mais ils seront inclus dans une étude plutôt longitudinale. Donc on voit que où il y a le plus de changements, ça reste les APP logopéniques, qui est souvent
un phénotype un peu délicat à identifier en fait en clinique. Dans l'ensemble, les groupes sont assez équilibrés, mais on a un petit peu plus de sémantique et moins d'aphasie primaire progressive isolée. Donc, concernant nos non classés, on peut voir donc qu'on a 48% des patients qui présentent qui atteignent presque les critères d'un phénotype particulier, mais sans les atteindre. Donc, ce sont principalement des phénotypes proches d'une APP sémantique ou d'une APP logopénique. Et pour ces patients, donc, on a un suivi longitudinal, donc on va pouvoir voir un petit peu comment ils évoluent au niveau de ces critères. Nous n'avons pas repéré pour l'instant d'APP mixte, donc selon la définition de Mesulam, c'est-à-dire des patients en fait, qui présentent uniquement un trouble de la compréhension de mots avec un agrammatisme. Et ensuite, on a des profils assez variés. On a quand même un pourcentage non négligeable de patients ayant un profil assez sévère. Des patients pour lesquels on a du mal à déterminer de quel phénotype ils se rapprocheraient. On a 3 patients ayant une anomie isolée. Donc là, on a aussi des données longitudinales. Donc on va pouvoir voir aussi comment ces patients évoluent. Et on a 2 patients qui présentent vraiment un double phénotype, c'est-à-dire qui remplissent les critères de 2 variants. Donc on a un à la fois sémantique et logopénique et un à la fois logopénique et non fluent. Donc il y aura un intérêt aussi à regarder un petit peu la durée des symptômes avant le bilan initial. Donc c'est quelque chose que les patients rapportent. Donc on a cette donnée-là, donc il faudra voir aussi si la sévérité ne peut pas, par exemple, moduler un petit peu ces résultats. Donc ensuite, je vous ai représenté en fait le pourcentage de patients qui présentent un critère diagnostique. C'est bien quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a quand même une sensibilité assez faible des critères de l'APP logopénique, donc qui sont notamment les erreurs phonologiques, l'accès lexical, un trouble de l'accès lexical, et un trouble de la répétition de phrases. Donc, on voit qu'on a quand même un peu du mal à les isoler. Ensuite, on voit quand même une assez bonne sensibilité des critères de l'APP non fluente, puisque là, le critère d'apraxie et d'agrammatisme isole assez bien nos non-fluents, et il ne présente pas effectivement de troubles des connaissances des objets. Pour l'APP sémantique, donc ce sont aussi des critères assez sensibles. Après, ce qu'on peut voir, c'est que la dénomination reste en fait est présente chez la majorité de nos patients. Et les critères de troubles de la connaissance des objets et de la compréhension de mots sont assez redondants en fait, puisque en fait, dans notre étude, ils sont évalués par exactement les mêmes tâches au Grémo. Donc peut-être il faudrait en fait fusionner tout simplement, en faire un seul et même critère. Donc là, on voit quand même l'intérêt d'une analyse, on peut voir l'intérêt d'une analyse qualitative du type d'erreur, donc qu'on va faire plus tard, puisque par exemple pour la dénomination, donc les patients présentent en majorité un manque du mot, mais des fois les raisons sous-jacentes à ce trouble, à ce manque du mot, sont différentes. Et donc ça, on peut le voir souvent avec la production d'erreurs qui sont assez différentes. Au niveau de la répartition des percentiles, alors pour les percentiles, en fait, lorsqu'on les a récupérés automatiquement, on a pu les catégoriser en percentiles normaux, donc restant dans les normes, limites ou pathologiques. On a fait comme ça, puisqu'en fait, souvent dans le Grémo, c'est des plages de percentiles qu'on obtient. Donc, par exemple, ils ont entre P10 et P25, donc ce qui est un peu moins facile pour les analyses. Et donc ici, je vous ai représenté la répartition des percentiles pathologiques, donc par phénotype et pour certaines épreuves du Grémo, notamment celles assez représentatives de la production de la parole, du traitement des mots et du traitement des phrases. Donc on voit que pour les tâches, c'est comme les critères, on a une sensibilité donc, qui peut être assez variable, mais on voit que pour la production de la parole, ça isole encore assez bien les non-fluents, et la vérification orale d'image isole assez bien donc les APP sémantiques. Donc la vérification orale, on en a un peu parlé là juste avant, mais on présente en fait une image au patient, l'orthophoniste dit un mot, et le patient doit dire si cette image correspond, si les deux correspondent ou pas. Et donc ça étudie plutôt les connaissances sémantiques.
Donc là encore, il pourrait être utile, l'analyse qualitative serait utile, notamment par exemple si on prend la répétition de phrases, peut-être qu'on pourrait distinguer les APP logopéniques et les APP non fluents. Donc par exemple, les APP logopéniques auraient éventuellement plus d'erreurs phonologiques et remplaceraient plus de mots, alors que les APP non fluentes auraient plus des erreurs d'articulation en fait, donc d'erreurs plutôt phonétiques. Ensuite, je vous ai donc on peut aussi représenter le pourcentage donc de percentiles normaux, limites ou pathologiques par tâche et pour chaque phénotype. Ici, je vous ai représenté pour nos APP non classés. Donc, on peut voir que qu'ils sont assez atteints dans les épreuves de traitement des mots, sauf en vérification orale d'image. Qu'en général, ils sont assez préservés au niveau de la production de la parole. Et pour les phrases, donc, ça reste plutôt mitigé. Donc, comme je vous ai montré, notre groupe d'APP non classés est assez hétérogène. Donc là, c'est vrai que ce serait intéressant de faire une analyse plutôt en sous-groupe pour être un peu plus précis. Et ça montre encore l'intérêt d'une analyse qualitative. Et bien sûr, il faudrait qu'on fasse ce genre d'études, enfin ce genre d'analyse pour tous nos phénotypes. Donc, en conclusion, cette procédure, on a quand même réussi donc à créer une procédure de classification assez réplicable, donc avec des équipes différentes et aussi qui pourraient permettre de faire différentes analyses. Cette méthode est finalement assez précise puisqu'on a pu assez bien phénotyper nos patients et on a une répartition précise des critères et des percentiles. Et cela peut amener justement des discussions donc, qui ont déjà pas mal commencé au sein de nos deux équipes. Donc on peut discuter sur les profils bien sûr que présentent les patients, les terminologies par exemple, on a une discussion en cours qu'il va falloir qu'on termine sur le terme d'agrammatisme et comment le repérer vraiment. Et donc on peut aussi discuter de la sensibilité des critères et des tâches. Donc ça fera l'objet bien sûr d'analyses un peu plus poussées. Donc en perspective, on va pouvoir aussi inclure les aspects qualitatifs dans les analyses. Alors là, quand je parle des aspects qualitatifs, c'est ce que les orthophonistes vont en fait reporter dans leur bilan directement, qui peuvent être écrits. Et en plus, on pourra bien sûr ajouter une analyse qualitative des erreurs, donc là, qui demande une analyse un peu plus approfondie, un peu plus poussée. On va aussi pouvoir étudier l'évolution de ces critères, puisqu'on a des données longitudinales, et mettre cela en lien avec les analyses d'imagerie et des biomarqueurs du liquide céphalorachidien. Et on espère par la suite donc, pouvoir faire des propositions d'amélioration des critères diagnostiques et aussi adapter la méthode pour une utilisation en soins courants, puisque là, pour l'instant, je vous avoue que c'est pas ça donne pas très envie, c'est des tableurs Excel à remplir, donc il faudrait qu'on rende la chose un petit peu plus user-friendly, un petit peu. Et bien sûr, donc je remercie les deux équipes des CM2R et particulièrement les orthophonistes qui ont participé à l'étude. Donc, j'ai pas de jolies photos comme Antoine, mais j'hésitais un petit peu. Mais voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette belle exposé. Est-ce qu'on a le temps pour une seule question hein? Merci pour cette présentation très claire. Je suis Augustin Moreau, je suis interne en neuro à Strasbourg. Si j'ai bien compris, en fait, on n'a pas de critères vraiment discriminants pour les APP logopéniques aujourd'hui, de ce qui ressort de ce travail. Est-ce que vous auriez des idées un peu ou des astuces qui marcheraient en pratique ou qu'on pourrait implémenter pour justement mieux repérer les patients avec APP logopéniques? Alors en pratique, c'est souvent quand même fait un peu par élimination. Alors, puisqu'en fait, si ils ne présentent pas de troubles de la compréhension de mots,
on peut déjà éventuellement écarter en tout cas le variant sémantique. Mais après, c'est vrai que ça reste encore assez flou en fait pour les cliniciens, donc j'ai pas vraiment là actuellement en fait notre étude en étudiant un peu plus les données va peut-être permettre de faire certaines propositions à ce niveau-là, mais là c'est vrai que j'ai pas forcément de solution la clé en main à vous donner. Et en plus avec l'analyse qualitative, on espère aussi pouvoir donner des choses à repérer justement aux cliniciens, mais alors pas forcément qu'aux orthophonistes, mais même ça pourrait être lors de l'entretien neurologique. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de réponse clé en main à vous donner, mais on espère pouvoir justement donner ce genre d'informations à la communauté. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est tous à la recherche de nouveaux outils qui vont nous aider. Une petite question. Bon, moi, je crois que si, on peut, mais Toulouse est impliquée là-dedans, donc je fais référence au professeur Nespoulos, que certains ont connu, qui parlait des manifestations de surface et des processus sous-jacents aux manifestations de surface. Et si on définit quelque chose par les manifestations de surface, on va avoir du mal à faire des différences. Donc c'est important d'aller les définir par les processus sous-jacents. Et si on le fait, la phasie logopénique, c'est pas très difficile de faire le diagnostic, de mon point de vue. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, on va coupler avec une analyse qualitative des erreurs, justement pour pouvoir vraiment bien caractériser ces processus sous-jacents. Merci beaucoup. On va passer à la communication. Donc, on reçoit Perrine Siguier, qui... Oui, c'est ça. Perrine Siguier. Ah, pardon. C'est Romane, c'est ça? Ah non. Romane. Unité de l'évaluation neuropsychologique en cas de déficit de la perception de la parole dans le bruit chez les personnes adressées en centre mémoire. C'est la prochaine. Voilà. Donc, c'est Romane Dornier, qui travaille avec Christine Moroni, qui est doctorante et enseignante-chercheur en neuropsychologie à l'unité de Lille. C'est ça? C'est ça, merci. Parfait. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier la Fédération des centres mémoire de nous donner l'opportunité de prendre la parole sur le sujet des limites de l'évaluation neuropsychologique en cas de déficit de la perception de la parole dans le bruit. La perte auditive liée à l'âge, également appelée presbyacousie, concerne actuellement plus d'un tiers des individus âgés de plus de 65 ans. On constate qu'elle apparaît souvent de manière préalable ou conjointe au déficit cognitif. De plus en plus d'études s'intéressent au lien qu'elle entretient avec le fonctionnement cognitif, si bien qu'elle pourrait désormais trouver sa place parmi les divers facteurs de risque d'expression précoce de la démence. Cependant, la plupart des épreuves neuropsychologiques utilisées en consultation mémoire sollicitent des capacités auditives, à la fois à travers les consignes données aux patients, mais également à travers les stimuli pouvant être présentés. On peut donc s'interroger sur les conséquences que peut avoir la perte auditive liée à l'âge sur la passation des épreuves neuropsychologiques pouvant être proposées en consultation mémoire. Entre le 14 février et le 30 juin 2022, il a été proposé aux patients du CM2R du CHU de Lille de participer à l'étude CogAudio. 131 ont accepté, dont 74 femmes et 57 hommes. Tous ont été adressés au CM2R en raison d'une plainte cognitive ou de signes évocateurs de troubles cognitifs. Ils étaient âgés d'au moins 60 ans, ne présentaient pas d'antécédents de surdité connus, ni de troubles cognitifs sévères, c'est-à-dire un score au MMSE inférieur à 10. Durant l'hospitalisation de jour, le VRB a d'abord été réalisé donc dans sa version ambulatoire.
Il s'agit d'un dispositif permettant d'évaluer les capacités de compréhension de la parole dans le bruit. Un haut-parleur diffuse 4 listes de 9 phrases et un bruit masquant. Le patient est invité à répéter le maximum de mots compris et la notation se fait sur 3 mots-clés dans chaque phrase. Le dispositif est rapide puisqu'il nécessite au maximum 5 minutes, fiable, simple d'utilisation, écologique et pertinent dans le cadre du dépistage de la presbyacousie, puisque son principal symptôme est l'altération de l'intelligibilité de la parole dans le bruit. Le résultat est simple à interpréter, il s'agit du rapport signal sur bruit exprimé en décibels. Le score seuil est de 3 décibels et il nous a permis de former 2 groupes, les patients présentant un VRB déficitaire et ceux présentant un VRB normal. Les participants qui présentaient un trouble de la compréhension de la parole dans le bruit étaient significativement plus âgés que ceux qui ne présentaient pas ce trouble auditif. Après la réalisation du VRB, un bilan neuropsychologique composé de différentes épreuves a été proposé aux patients. Celles-ci pouvaient diverger selon plusieurs paramètres, mais évaluer systématiquement les domaines suivants. Le fonctionnement cognitif global à l'aide du MMSE ou de la Matisse, la mémoire épisodique verbale avec la RLRI 16 item ou la VAT, la mémoire de travail avec les empans endroit et envers de chiffres. Les gnosies visuelles étaient évaluées avec les subtests screening, lettres dégradées et analyse de cubes de la VOSP. Les aptitudes visio-constructives pouvaient être évaluées avec les figures de la BEC 96, de la CERAD, de la Berivemi ou encore avec la figure de Ré. Les fonctions exécutives ont été évaluées avec le TMT ou le MAT et le Stroop dans sa version Victoria ou Greffex. Et enfin, le subtest code de la Weiss a permis d'évaluer l'attention. Alors, pour rappel, la question porte ici sur la possibilité de réaliser un bilan neuropsychologique complet utilisant des épreuves classiques dans un cadre de consultation mémoire et à visée diagnostique de processus neurodégénératifs. Nous ne nous intéresserons donc pas au score obtenu, mais bien à la possibilité de réaliser les épreuves. Alors, qu'avons-nous observé ? 66,3% des patients présentant un trouble de la compréhension de la parole dans le bruit n'ont pas été en mesure de réaliser le bilan neuropsychologique dans son entièreté, alors qu'il n'était que 28% dans ce cas-là chez les patients qui ne présentaient pas ce trouble auditif. Le bilan pouvait ne pas être complet en raison de l'arrêt d'une épreuve face à l'échec du patient ou en raison du fait qu'une épreuve n'ait pas été proposée. Quelles ont été les sphères cognitives majoritairement impactées par le trouble de la compréhension de la parole dans le bruit lors de la passation des épreuves neuropsychologiques ? Il s'agit des domaines des fonctions exécutives et de la mémoire épisodique verbale. Or, nous nous plaçons ici dans un cadre de consultation mémoire et à visée diagnostique de processus neurodégénératifs, et l'évaluation de ces 2 fonctions cognitives est fondamentale, puisqu'elle constitue un des piliers du diagnostic de maladie d'Alzheimer et du diagnostic différentiel de maladie d'Alzheimer contre celui de démence frontotemporale. Concernant la mémoire épisodique verbale, on constate que chez 23,9% des patients présentant un trouble de la perception de la parole dans le bruit, la RLRI 16 item a été interrompue, mais la VAT a été proposée et réussie. Sur le plan des fonctions exécutives, on constate que le TMT suscite des difficultés puisqu'il a dû être interrompu chez 23,9% des patients présentant un trouble de la perception de la parole dans le bruit, alors même que ces patients ont été en mesure de réaliser un Stroop Victoria. L'évaluation des fonctions exécutives dans ce groupe est bien souvent incomplète puisque seulement 44,6% des patients présentant un VRB déficitaire ont été en mesure de réaliser le TMT et une des 2 versions du Stroop, alors qu'ils sont 87% dans le groupe qui ne présentait pas ce trouble auditif.
Que peut-on retenir de cette analyse? Nous pouvons faire le constat qu'un trouble de la compréhension de la parole dans le bruit semble avoir un impact sur le bon déroulement des épreuves neuropsychologiques standards pouvant être proposées en consultation mémoire. Les personnes présentant ce trouble auditif ont rencontré des difficultés dans la passation des épreuves évaluant les fonctions exécutives et la mémoire épisodique verbale, en particulier au TMT et à la RLRI 16 items, alors même qu'ils ont été en mesure de réaliser d'autres épreuves impliquant ces fonctions cognitives. Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour la pratique clinique? Tout d'abord, il semble judicieux de proposer un dépistage précoce et systématique du trouble de la compréhension de la parole dans le bruit auprès des patients adressés en consultation mémoire. Le VRB, dispositif simple et rapide, se montre donc particulièrement pertinent dans ce cadre. Ensuite, adapter le bilan neuropsychologique lorsque nous nous trouvons face à un patient présentant un trouble de la compréhension de la parole dans le bruit semble particulièrement nécessaire. Cela peut se faire au travers des épreuves proposées, par exemple en proposant une VAT plutôt qu'une RLRI 16 items lorsqu'on souhaite évaluer la mémoire épisodique verbale, en s'assurant de la bonne compréhension des consignes de la part du patient, en privilégiant un environnement calme et silencieux lors de l'évaluation neuropsychologique, en anticipant, si le fonctionnement de la structure le permet, une durée de consultation pouvant être potentiellement plus importante, ou encore en s'appuyant davantage sur la modalité visuelle. Par ailleurs, il semble nécessaire d'envisager la création d'outils spécifiques aux patients présentant ces troubles auditifs. Enfin, il est important de considérer que la cognition dépend d'aspects neurosensoriels. Objectiver les troubles auditifs, première étape d'une prise en charge permettant une prise d'information de bonne qualité, pourrait contribuer à assurer la qualité de vie, l'autonomie, mais également à limiter les conséquences que peuvent avoir ce trouble cognitif sur le déclin, ce trouble auditif, pardon, sur le déclin cognitif, en particulier chez les patients adressés en centre mémoire. Alors merci à tous ceux qui ont contribué à cette étude et puis merci à tous pour votre attention. On a le temps pour quelques questions. Merci pour cette présentation. Moi, je suis étonnée des résultats dissociés entre certains tests. RLRI, on comprend bien que c'est des consignes orales. Le TMT, c'est vraiment la consigne du test qui était problématique. Alors, c'est simplement le patient n'a pas répété quelque chose qu'on lui dit dans ce test. Souvent, le TMT, ça va être plutôt la partie B qui a posé des difficultés plutôt que la partie A. Donc, la consigne a pu être comprise dans la partie A, mais peut-être moins en partie B. Et après, ça a pu être soit où ils ont fait trop d'erreurs et donc la passation a été arrêtée, soit ils sont allés au bout du temps accordé à cette épreuve et la passation a été arrêtée. Et donc, en fait, c'est vraiment l'épreuve en elle-même qui a semblé poser des difficultés. On a du mal à l'expliquer par le trouble de la compréhension en milieu bruyant. Peut-être que ce serait le fait que l'épreuve B du TMT demande une attention un peu plus partagée. En même temps, au niveau verbal et le travail de l'écoute, avec la baisse de l'audition, ça peut-être que ça ne permet pas le maintien de l'information. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Moi, je voulais juste vous demander, est-ce que ces patients étaient à Paris ou pas? Non, aucun. Non, il n'était pas forcément à Paris. J'ai une question qui rejoint ce que disait Catherine. Est-ce que vous avez observé des tâches qui sont plus difficiles chez les gens qui ont une bonne acuité auditive par rapport aux autres? Et est-ce que, vous ne parlez pas des résultats, est-ce que la sévérité des troubles est plus importante dans le groupe avec les troubles auditifs ou pas? Les troubles cognitifs? Parce que on sait qu'il y a un lien direct entre les troubles auditifs et la démence. Alors, on n'a pas fait encore l'analyse des résultats, donc on n'a pas
encore de réponse à ce niveau-là, mais le but ici, c'était vraiment de voir que peut avoir comme impact le trouble auditif sur la passation même des épreuves. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait le lien avec les résultats qu'il pouvait avoir. Oui, docteur Cassagno, là, je suis à l'origine un petit peu de cette démarche de Cogodio. C'est des patients effectivement qui étaient adressés au centre mémoire pour lequel on voulait évaluer leur perte auditive. Donc c'est des patients effectivement qui ne sont pas du tout connus comme ayant des troubles auditifs. Et l'objectif était aussi d'évaluer leur capacité de compréhension de la parole dans le bruit chez des patients donc de novo sur le plan auditif. Et on a fait effectivement cette étude avec professeur Moroni et Roman pour évaluer effectivement l'impact des troubles auditifs. Donc c'est très général effectivement ce résultat. L'impact effectivement des troubles auditifs sur la passation d'une évaluation neuropsychologique. Montrer effectivement que il faut tenir compte de ces paramètres d'audition et que ça nous paraît effectivement quelque chose de réalité dans notre quotidien, qu'un patient qui n'entend pas peut ne pas avoir bien saisi les consignes et du coup l'interprétation des tests neuropsy. Donc c'est vraiment une première étape là un peu de ce travail sur les données un peu plus précises des tests neuropsy. C'était une autre étude qu'on pourra peut-être mener bien évidemment sur voir quels sont effectivement les domaines cognitifs, mais voilà, il y a quelques disparités, puisque l'objectif de l'étude au départ était juste, entre guillemets, d'évaluer les troubles de l'audition chez des patients qui étaient adressés en centre mémoire, d'évaluer effectivement ces troubles de perception. Rappelant aussi qu'on n'est pas dans le diagnostic de presbyacousie, qui nécessite un avis ORL, je le précise encore. Voilà, mais c'était une analyse qui nous a permis d'avoir cette petite alerte dans l'évaluation neuropsy et surtout les troubles auditifs associés ou méconnus, donc à prendre en considération. Et si je peux me permettre, Olivier, juste de rajouter que quand je dis on ne pourra pas répondre à ta question, c'est aussi parce que là, on a pris du tout venant, des patients tout venant adressés en consultation qui n'étaient pas connus pour avoir des troubles auditifs. On leur fait passer la VRB en plus et on va regarder aussi comment s'est passée l'évaluation neuropsycho. Et là, on va s'apercevoir, et c'est le travail qu'a fait Roman, on va s'apercevoir sur l'ensemble des dossiers qu'il n'y a pas deux patients qui ont eu la possibilité de passer la même évaluation parce que souvent des épreuves ont été échouées. Et les épreuves qui ont été échouées sont des épreuves qui vont nécessiter une charge attentionnelle ou une contribution attentionnelle qui est généralement plus importante qu'une épreuve identique qui a été réussie pour tester la même fonction cognitive. Oui, alors j'ai une dernière question. Moi, en fait, déjà, c'était très intéressant. Du coup, je suis neuropsychologue, donc je fais aussi passer des bilans neuropsychologiques et c'est un problème auquel on fait face très régulièrement. Là où j'ai été très étonnée, je voulais savoir si vous aviez des réponses là-dessus, c'est sur l'absence de ces troubles auditifs qui ressortent sur la mémoire de travail, sur les empans auditifs. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez vu dans les consultations mémoire où en fait le trouble auditif impacte vraiment cette épreuve-là. Et là, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, les épreuves d'empan, elles sont peut-être plus courtes. En tout cas, les séries vont être plus courtes et peut-être que elles peuvent se faire en début d'évaluation ou encore il y a encore des capacités attentionnelles, etc. Et je pense aussi... et du coup, j'ai perdu mon idée. Oui, voilà. C'est aussi que avec les épreuves d'empan, on s'arrête une fois que le patient a échoué deux séries à la suite, et donc potentiellement, s'il a, au bout d'un moment, ça devient plus compliqué pour lui d'entendre, il va arrêter, mais pour autant, il a quand même réalisé l'épreuve, et donc en fait là, ça peut pas ressortir puisqu'elle a été réalisée quand même, mais on ne sait pas s'il a été au bout de ses capacités ou pas, du fait des troubles auditifs ou cognitifs, on ne sait pas. Voilà.
Merci beaucoup, Morane, de t'exposer. Nous allons accueillir maintenant Perrine Siguier, neuropsychologue et doctorante en neurosciences au laboratoire LNPL et Tonique Neuroimagerie Center à Toulouse, qui va nous parler des détections d'antécédents de troubles neurodéveloppementaux dans la maladie d'Alzheimer et la DFT. C'est bon. Je prie Romane de bien vouloir excuser mon intrusion. J'ai un peu peur du diagnostic qui aura été fait par tous les praticiens ici présents. Je suis aussi touchée par la promotion qui a été faite, mais je ne suis pas neuropsychologue, je suis simplement doctorante. Et j'ai la joie, premièrement, je suis Perrine Siguier, effectivement, comme souligné dès ce matin par le professeur Lebouvier. Et j'ai la joie de vous présenter un travail collectif aujourd'hui qui a porté sur le lien entre les troubles du neurodéveloppement et les maladies neuroévolutives. C'est un travail qui a été mené au département de neurologie du CHU Purpan à Toulouse, qui est un CM2R et aussi un centre de référence démence rare et précoce. Mais ce travail a aussi impliqué le centre de neuroimagerie de Toulouse, le laboratoire de neuropsychologie, et surtout la commission GREDEV du GRECO. Et c'est un projet qui a été financé par l'ANR. Personne ne veut encore me donner d'argent, mais n'hésitez pas. Dans le cadre de ce projet, on se place sur le spectre de la maladie d'Alzheimer et de la démence frontotemporale, dont vous connaissez très bien l'ensemble des variantes, les plus fréquentes, typiques, étant la variante amnésique et comportementale, respectivement. Mais vous savez aussi que plus rarement, on peut voir survenir des variantes corticales focales sous la forme de syndromes linguistiques ou visio-spatiaux, par exemple. Dans le DSM-5, la MA et la DFT sont définis comme des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire caractérisés par un trouble cognitif acquis. Et ce diagnostic suppose donc la comparaison entre un niveau de fonctionnement présent et un niveau de fonctionnement antérieur. Or, ces niveaux de fonctionnement peuvent être influencés par des facteurs de vie du sujet et parmi eux, les troubles du neurodéveloppement. Excusez-moi. Ces troubles du neurodéveloppement, c'est un groupe de syndromes qui surviennent durant l'enfance et qui ont un impact sur la vie, les sphères sociales, personnelles, académiques, occupationnelles de la vie des sujets. Ils comprennent notamment le TDAH, le trouble développemental intellectuel ou encore les troubles spécifiques des apprentissages, par exemple du langage écrit qu'on appelait avant dyslexie, et parmi d'autres. Et on connaît aujourd'hui la très grande comorbidité entre ces troubles, ce qui nous pousse à adopter une approche plus dimensionnelle que catégorielle. Et on sait aussi que ces troubles peuvent persister à l'âge adulte, voire même influencer le cours des maladies neuroévolutives. Dans notre équipe, on s'est intéressé à cette question au travers d'une revue systématique de la littérature, regroupant des études expérimentales chez l'humain qui se posaient la question suivante: est-ce qu'un trouble du neurodéveloppement peut influencer le cours des maladies neuroévolutives? Nous avons exclu de cette étude les syndromes génétiques rares et les maladies neuroévolutives motrices. Après examen de 2763 publications, nous avons pu inclure 32 études à notre étude. Et parmi ces études, 2 tiers, en couleur ici, montraient qu'un antécédent de troubles du neurodéveloppement pourrait favoriser l'émergence d'une maladie neuroévolutive. Parmi 11 études qui s'intéressaient aux variantes focales de ces maladies, 10 rapportaient qu'il y avait aussi une association positive entre un trouble du neurodéveloppement et des formes focales des maladies neuroévolutives, ce qui laisse sous-entendre qu'un antécédent de trouble du neurodéveloppement pourrait favoriser l'émergence de ces maladies dans les formes focales. Et enfin, 5 études montraient aussi qu'un antécédent de trouble du neurodéveloppement était associé à un début plus précoce de maladies neuroévolutives. Dans cette revue, on s'est aussi intéressé aux méthodes qui étaient utilisées pour détecter un trouble du neurodéveloppement. Sans surprise, le premier outil, c'est l'examen du dossier médical. Mais vous êtes bien conscient comme moi que dans l'enfance des patients qui sont aujourd'hui concernés par une maladie neuroévolutive, on ne détectait pas les troubles du neurodéveloppement. Et donc, c'est le principal biais de cette méthode. La deuxième méthode qui était la plus utilisée, c'était les questionnaires. En effet, il y a plusieurs avantages à cette méthode. Premièrement, une passation assez rapide, un recueil standardisé de l'information. On peut s'appuyer sur l'aidant pour venir confirmer les réponses données par les patients. Et les questionnaires permettent aussi de s'intéresser à la symptomatologie plutôt qu'aux étiquettes des troubles du neurodéveloppement, ce qui est cohérent avec une approche dimensionnelle de ces troubles du neurodéveloppement.
Et c'est donc cet outil qu'on a décidé d'utiliser dans notre travail collectif, qui est une étude exploratoire qui porte sur la détection d'antécédents de troubles du neurodéveloppement dans l'AMA, la DFT, en comparaison avec le vieillissement sans troubles cognitifs. L'objectif de ce travail collectif, c'était de comparer la symptomatologie d'antécédents de troubles du neurodéveloppement dans les différentes variantes de l'AMA, de la DFT, par rapport au vieillissement sans troubles cognitifs. En effet, il y avait peu d'études précédemment qui se sont intéressées à l'ensemble des variantes DMA et des DFT et à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement également. En rapport avec la revue systématique que nous avions menée, nous avons donc supposé que la vulnérabilité neurodéveloppementale des patients serait plus importante que celle des sujets contrôle. Plus précisément, que la vulnérabilité neurodéveloppementale des patients avec une forme focale de la maladie serait plus importante que ceux avec une forme typique de la maladie, qui serait elle-même plus importante que celle du groupe contrôle. Et enfin, nous avons fait l'hypothèse qu'une vulnérabilité neurodéveloppementale serait associée à une maladie neuroévolutive plus précoce. Pour tester ces hypothèses, nous avons recruté prospectivement et consécutivement 84 patients au CM2R de neurologie du CHU Purpan. Ces patients avaient un diagnostic de MA ou de DFT au stade débutant. Et ils ont ensuite été reclassés en 2 sous-groupes, soit de variantes typiques, soit de variantes forme corticale focale. Et en parallèle, on a pu inclure 41 participants en contrôle qui n'avaient ni plainte ni troubles cognitifs. L'ensemble de ces participants a répondu à un hétéro-questionnaire en aveugle du diagnostic pour les patients et avec l'aide de leur aidant pour les patients à nouveau. C'est un questionnaire qui porte sur les symptômes de troubles du neurodéveloppement, à la fois dans l'enfance et à l'âge adulte. Il a été développé par la commission GREDEV du GRECO et en particulier par Madame Servane Mouton. Et plus on score haut à ce questionnaire, plus on avait des difficultés liées aux troubles du neurodéveloppement. Nous, on s'est particulièrement intéressé à la partie enfance de ce questionnaire en poulant l'ensemble de nos 3 groupes, donc la partie enfance du questionnaire pour le groupe contrôle, focal et typique. Sur ce questionnaire, nous avons mené une analyse factorielle exploratoire qui nous a permis ensuite de faire un clustering, Kamins, avec un a priori de 2 clusters. Et ces clusters, nous sommes ensuite venus les caractériser. Nous avons donc inclus 125 participants, donc 84 patients. On a retrouvé 40% de DFT pour 60% de MA et on avait environ 30% de formes focales contre 70% de formes typiques. Vous pouvez être un peu surpris par l'inflation des formes focales et des DFT, mais ça peut s'expliquer par le fait que le département de neurologie du CHU Purpan est une consultation de 3e recours. En termes de critères démographiques, en termes d'âge, nos 3 groupes sont comparables, entre 70 et 72 ans en moyenne pour les 3 groupes. En termes d'année scolaire, ils étaient aussi comparables. Les contrôles et le groupe focal avaient en moyenne un bac plus 1 contre un bac pour le groupe typique. Et enfin, en termes de MMSE, le groupe contrôle avait en moyenne un score de 29 contre 24 et 23 pour les 2 autres groupes. Et c'est une différence statistiquement significative que l'on attendait puisque ça fait partie de nos critères d'inclusion. Le clustering Kamins a bien mis en évidence 2 clusters, puisque c'est ce qu'on lui avait demandé. Il a réparti d'un côté 21 participants et de l'autre 104. Et à l'aide d'analyses que je n'aurai pas le temps de détailler ici, on a pu montrer que le cluster 1 pourrait contenir des individus qui ont un possible antécédent de troubles du neurodéveloppement ou une vulnérabilité neurodéveloppementale. Attention, sans pour autant parler de diagnostic. La première hypothèse portait sur le fait que la vulnérabilité neurodéveloppementale des patients serait plus importante que celle des contrôles. Avec un test très simple, le test exact de Fischer, on montre qu'il y a 15% des contrôles et 18% des patients qui sont classés dans le cluster avec vulnérabilité neurodéveloppementale. Ce sont des proportions équivalentes, ce qui montre qu'il n'y a pas d'association entre le groupe et la clusterisation. Notre deuxième hypothèse, c'était que les patients avec des formes corticales focales auraient une vulnérabilité neurodéveloppementale plus importante que les autres groupes. Et là encore, on retrouve 15% des contrôles, 11% des focaux et 21% des formes typiques qui sont classées avec vulnérabilité neurodéveloppementale. Là encore, ces proportions sont comparables. Il n'y a donc toujours pas d'association entre les sous-groupes et la clusterisation. En revanche, on s'est aussi intéressé à l'influence de cette vulnérabilité neurodéveloppementale sur l'histoire de la maladie. Et là, on trouve qu'à durée de maladie égale, environ 2 ans et demi pour les 2 clusters entre le diagnostic et la passation du protocole,
Eh bien, on montre que l'âge des premiers symptômes survient en moyenne dans le cluster avec vulnérabilité neurodéveloppementale vers 58 ans et demi, soit 8 ans plus tôt que ceux qui n'ont pas de vulnérabilité neurodéveloppementale. Et c'est cohérent avec le diagnostic, puisque en présence d'une vulnérabilité neurodéveloppementale, il est posé en moyenne dans notre échantillon à 64 ans, soit 7 ans plus tôt que ceux qui ne déclarent pas de vulnérabilité neurodéveloppementale. Pour résumer, voici les trajectoires de vie des patients qui ont ou non une vulnérabilité neurodéveloppementale. Dans le groupe sans vulnérabilité neurodéveloppementale, le protocole, l'inclusion, se fait en moyenne à 73 ans, alors que le diagnostic a été posé depuis environ 2 ans et que la maladie évolue depuis environ 5 ans et demi, soit depuis 67 ans pour les premiers symptômes en moyenne. Et par comparaison, dans le groupe qui a une vulnérabilité neurodéveloppementale, on voit ces gens pour le protocole à l'âge moyen de 66 ans. La maladie évolue depuis le même temps et le diagnostic a été posé depuis la même durée. Seulement, dans ce groupe-là, il survient à 64 ans, soit 7 ans plus tôt que dans le groupe sans vulnérabilité neurodéveloppementale. Et en termes de premiers symptômes, ils surviennent donc quand on a une vulnérabilité neurodéveloppementale dans notre échantillon avant l'âge critique de 60 ans, soit 8 ans plus tôt qu'en absence d'une vulnérabilité neurodéveloppementale. Ce protocole ne nous a pas permis de confirmer nos 2 premières hypothèses, contrairement à ce que suggérait une collection de publications. Par contre, on vient renforcer l'idée qu'une vulnérabilité neurodéveloppementale serait associée à une maladie neuroévolutive plus précoce. Bien sûr, il y a un certain nombre de limitations à ces résultats. Premièrement, le questionnaire que nous avons utilisé n'a pas encore été validé et ça constitue bien sûr une des perspectives majeures de notre travail. Secondairement, ou deuxièmement plutôt, la généralisabilité des résultats ne peut pas être rassurée puisque notre protocole a été mené donc dans un CM2R, une consultation de 3e recours, et on ne peut pas être certain que les résultats soient applicables à l'ensemble de la population de la MA et de l'EDFT. On est prudent. Et enfin, les bases neurales de cette influence de la vulnérabilité neurodéveloppementale restent à ce jour encore hypothétiques et on a très envie d'aller explorer ceci à l'aide d'imagerie structurelle et fonctionnelle. Pour conclure, j'espère vous avoir convaincu de jeter un œil dans le rétro, pour paraphraser professeur Jérémy Parienté, de la vie de vos patients et de l'importance de prendre en compte les facteurs de vie précoces pour mieux prendre en charge, mieux diagnostiquer, mieux dépister les maladies neuroévolutives. Et pour finir, je remercierai l'ensemble de l'équipe du département de neurologie du CHU Purpan, bien sûr toute la commission GREDEF du GRECO de nous avoir permis d'utiliser ce questionnaire, tous les participants et leur entourage chaleureusement, et vous pour votre attention et le comité d'organisation pour m'avoir donné l'occasion de présenter nos résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Perrine. Je vous encourage vraiment à continuer ces travaux qui sont vraiment une belle découverte. Merci. Est-ce qu'on a des questions ? Merci. Oui, c'est très intéressant. Alors, vous n'avez sans doute pas d'explication, mais en tout cas, ça pose des questions par rapport aux bases. Est-ce que vous pensez que ces patients avec atteinte neurodéveloppementale ont une réserve cognitive, par exemple, moins importante? Ou est-ce que vous pensez, parce que ça a été dit pour les EFT, que finalement, ces maladies, du fait de problèmes génétiques qu'on ne connaît pas encore, de facteurs de risque, seraient des maladies neurodéveloppementales qui finalement évolueraient, voilà, mais qui débuteraient? Est-ce que vous pensez que les problèmes peuvent être liés à leur maladie? Merci pour cette question très intéressante. Effectivement, on ne va pas pouvoir donner une réponse définitive, je pense, sans la neuroimagerie. Il a effectivement été suggéré, et c'est le cas pour certains articles qu'on a inclus dans la revue systématique, qu'il y aurait un continuum, notamment entre le TDAH et la maladie à corps de Lévy, par exemple, que ce serait finalement le TDAH une manifestation précoce de la maladie à corps de Lévy. C'est une hypothèse. Nos résultats étant plus vers l'atteinte d'une réserve cognitive, et ça, on a envie d'aller le voir avec l'imagerie, pardon. Et ensuite, il y a l'hypothèse que vous suggérez là et qui est en lien avec la réserve cognitive, c'est celle qui est en fait le fondement de ces travaux et qui est encore hypothétique puisque personne l'a prouvé sauf Miller en 2018 sur 9 sujets. C'est le fait que cette vulnérabilité neurodéveloppementale, elle se manifeste par une vulnérabilité de certains réseaux cérébraux et qu'en cas de maladie neuroévolutive, c'est ces réseaux qui céderaient en premier et ça expliquerait aussi pourquoi
pourquoi il y a un partage phénotypique parfois entre un TND qu'on retrouve dans l'enfance et une maladie neuroévolutive. Et c'est pourquoi il y a autant de publications sur le lien, par exemple, entre les troubles spécifiques des apprentissages de langage écrit et les APP, parce que ça touche tous les deux le langage. Et les auteurs, là, Rogalski, Miller et compagnie, font l'hypothèse que c'est parce que c'est le réseau du langage qui est touché typiquement. C'est un exemple, mais on vous tient au courant. Bravo pour ce travail, hein, qui est magnifique, hein, vraiment superbe. La remarque que je faisais, mais ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, je me demande s'il n'y a pas deux choses différentes en réalité, avec un facteur général qui est un facteur de vulnérabilité, parce que quand vous mettez ensemble plein de troubles neurodéveloppementaux qui sont quand même très distincts, et puis des travaux d'ailleurs très anciens, hein, je vous rappelle les travaux de Geschwin et Galaburda sur ce qu'on appelait avant les 10 et les cerveaux des 10 avec des asymétries du planum temporale moins marquées. Donc il y a des asymétries structurales qui sont démontrées dans un certain groupe de patients qui ont des troubles neurodéveloppementaux particuliers, qui sont une vulnérabilité d'un réseau particulier. Et puis il y a peut-être à côté de ça une espèce de vulnérabilité plus grande de l'ensemble des troubles que vous avez réunis dans ce travail. Enfin, je ne sais pas si ça peut rejoindre vos hypothèses ou pas, parce que ça explique que vous ne retrouvez pas, peut-être si vous aviez focalisé sur les troubles, on va dire, développementaux du langage, vous auriez trouvé peut-être des résultats, vous avez peut-être eu des résultats différents. Oui, en effet, notre cœur balancé entre les deux méthodes. Un premier élément, on est allé vérifier par exemple que les APP n'étaient pas toutes ségrégées dans le cluster 1 et c'est pas le cas. On retrouve une proportion équivalente d'APP dans les deux clusters, donc les troubles du neurodéveloppement a priori ne tirent pas. Par la suite, on a très envie aussi d'aller voir s'il y a un lien entre les domaines cognitifs qui seraient altérés dans le cadre de la maladie neuroévolutive et les symptômes, les classes de symptômes par domaine cognitif qui sont déclarées dans le questionnaire. Je pense que ça sera une analyse plutôt qualitative. On va être limité malheureusement par l'effectif, la puissance de nos échantillons, mais on a quand même envie d'aller voir ça. Et enfin, on était quand même assez convaincus de l'importance d'utiliser justement ce questionnaire pour sa validité, qui n'a pas été démontrée, mais pour nous, cette approche dimensionnelle. Et d'arrêter de ségréger les catégories de symptômes qui posent problème dans la littérature. Je m'y suis frottée dans la revue systématique. Et de montrer qu'en fait, peu importe la catégorie, si on a une vulnérabilité neurodéveloppementale, il y a une influence. Mais effectivement, on va aller voir un peu plus précisément sur la qualité de l'atteinte. Est-ce qu'on a un partage phénotypique entre ce qu'il y a dans les TND et ce qu'on retrouve dans la maladie neuroévolutive? Merci pour votre question. Bon, on va pouvoir clôturer cette troisième session. On va entamer l'Assemblée générale de la Fédération des centres mémoire.